Salut! À l'occasion de la fin de saison et des 950 000 abonnés, et comme je l'avais fait l'année dernière, je voulais répondre aux commentaires, pas de mes abonnés, mais de mes haters. L'occasion de revenir sur les choix qui ont été faits cette année, les anecdotes et les coulisses des grands temps forts, et vous dévoiler ce qui se prépare pour l'année prochaine. Gaspard qui c'est la pute de Macron, ça se voit que c'est un franc-maçon. Comme par hasard, il passait par là, le mec se dit tiens je vais monter dans l'avion. Tu me déçois mec. Internet. Cher Doumi64, cher Météor, cher Hassan. Merci pour ces gentils commentaires. Peut-être que certains sont passés à côté d'ailleurs, mais cette saison a été marquée pour moi d'un événement important, car j'ai eu l'occasion d'obtenir un entretien avec Emmanuel Macron sur un sujet très précis que j'avais envie de traiter depuis longtemps, celui de la Nouvelle-Calédonie. Problème, il n'y avait plus d'avions, tous les aéroports étaient fermés, et dans ces cas-là, il y a ce qu'on appelle une délégation, un pool de journalistes qui accompagnent un officiel, et là, en l'occurrence, le président de la République, et Emmanuel Macron a accepté de répondre à 2 médias dans le cadre de ce déplacement, Le Parisien et ma caméra. Et pour vous expliquer un peu les coulisses de ce truc-là, le déplacement, il s'est monté en 2 heures chrono, 0 van. Je suis pas très satisfait de mon interview sur le plan technique, mon plan bouge, le son est pas bon, mais c'était très roots la manière dont ça s'est fait. Mais les 3 référendums ont été des échecs. Non, je dirais le contraire, les 3 référendums, et d'ailleurs l'ONU l'a reconnu, c'est un processus inédit, où justement après 30 ans, L'ONU qui considère aussi la Nouvelle-Calédonie comme un territoire non autonome. En gros, le mec qui s'occupe de la presse à l'Élysée me dit tu vas avoir une interview, ça sera sur le vol retour, sauf que le vol retour, il fait 26 heures, et ça peut tomber n'importe quand. À ce moment-là, j'ai presque pas bouffé, parce que je voulais être hyper réactif, mais surtout, et c'était franchement le pire, j'ai pas dormi. Alors attention, j'avais le droit de dormir, d'ailleurs les mecs de la presse, ils me disaient t'inquiète, dors, on va te réveiller quand ce sera bon. Ouais, sauf que moi le matin, il me faut genre 30 minutes ou 1 heure pour émerger. J'avais pas du tout envie de dormir, qu'on vienne me taper sur l'épaule et ensuite me retrouver 1 minute après face à Emmanuel Macron. Bonjour. Et puis, c'est un sujet qui est tellement important. Les Néo-Calédoniens attendent tellement de réponses. C'était important que j'ai tous mes neurones en place pour pouvoir poser les bonnes questions. C'était un drôle de reportage. Sur place, on n'avait pas de chambre d'hôtel, donc j'ai dormi 4 heures dans le coffre d'une bagnole d'un CRS qui m'a gentiment ouvert. Salut, je dors dans une voiture, je n'ai pas dormi depuis 72 heures. Moi, de mon côté, je vous le dis honnêtement, je suis très content du résultat par rapport au temps imparti qu'on avait. C'était ridiculeusement petit pour se préparer. Alors, j'aurais aimé être plus en forme. J'aurais aimé avoir beaucoup plus de temps. Faire ça dans un cadre plus contrôlé. Vous imaginez pas le nombre de nuits blanches pour pouvoir sortir un tel truc 3 jours après le déplacement. Mais vas-y, je me dis, c'est bon. J'ai 26 ans, c'était ma première interview présidentielle. Je compte pas en rester là. Mais quel est passé de ta neutralité? Le mec invite l'extrême droite, je me suis désabonné. Bardé, pas là, il a eu peur, Bardé là. C'est devenu ici ou quoi? Comment va Bolloré? Vous avez des nouvelles un peu? Écoutez, voilà. Cher Oli, cher Lemoré et cher Lucie, sur la fameuse question de la neutralité. Je ne fais pas du contenu partisan et j'ai envie de pouvoir être vu par toutes et tous. Et c'est important de vous le redire, je ne suis encarté dans aucun parti, je ne fais pas de militantisme, je fais de l'information, je relate des faits de la manière que je crois être la plus juste possible. Maintenant, ceci dit, comme chaque être humain, je reconnais volontiers avoir des biais, mais je fais toujours très attention pour que cette sensibilité ne vienne pas empiéter sur un travail journalistique. J'essaye toujours de m'éloigner le plus possible d'une posture morale. Je vais reprendre cette vidéo qui a fait beaucoup de vues sur l'histoire du RN, je n'appelle à voter pour aucun parti. En revanche, si voter est un droit, s'informer est un devoir, et malheureusement, trop peu de citoyens s'informent correctement, je crois, sur l'histoire et les propositions des partis pour lesquels ils décident de voter. Mon job, à moi, c'est de relater des faits. Je l'ai fait pour Jean-Luc Mélenchon, je l'ai fait pour Emmanuel Macron, je l'ai fait même pour Valérie Pécresse à l'époque. Il était donc normal que je fasse une vidéo sur l'histoire du Rassemblement national, et certains militants se sentent mal à l'aise par le simple fait qu'on rappelle des faits historiques, c'est quelque chose qui vous concerne. Mais je dois pas être mêlé dans vos propres paradoxes. Je crois pas de toute façon que ce soit le rôle du journaliste, du néo-journaliste, du créateur de contenu d'actualité, d'inviter à voter pour tel ou tel parti. Ça, c'était pour les législatives, et pour les européennes, on m'a reproché d'inviter la France Insoumise, Reconquête et le Rassemblement national, pour des raisons différentes et qui sont sans doute tout à fait justes dans la tête des gens qui me le reprochent. Mais encore une fois, mon rôle, c'est de couvrir le monde tel qu'il est, couvrir les élections telles que les Français l'ont choisi démocratiquement, à partir du moment où je donne pas une tribune à un candidat choisi de manière complètement arbitraire à 3 jours des élections, que chaque invité
invitation, chaque candidat soit traité de manière équitable, je considère que je suis dans mon rôle. D'ailleurs, c'est important de le savoir pour les plus radicaux qui me regardent et qui ne le savent pas, je revendique parler à tout le monde. J'assume le fait d'inviter tous les partis politiques à partir du moment où ils sont à un certain niveau dans les sondages, et je pense que c'est mon rôle de youtubeur d'actualité et de politique généraliste. Et puis dans le cadre des européennes, on m'a aussi reproché le fait de ne pas convier les 38 têtes de liste. Pour des raisons évidentes d'organisation et de budget, c'était absolument impossible pour moi de le faire. J'aurais sincèrement adoré avoir les moyens de recevoir le PC, le parti animaliste, Equinox, mais c'est un peu comme quand tu fais un anniversaire dans un petit appart. Tu dois choisir à un moment donné une limite, choisir d'inviter lui mais pas elle, parce que juste t'as plus de place. Et moi, cette limite, j'ai décidé de la mettre à toutes celles et ceux qui font plus de 5% actuellement dans les sondages. Les sondages sont imparfaits, controversés, j'entends, mais à la fin, ils donnent quand même un bon reflet de ce que pense la société française. Et donc j'ai bien vu, je suis pas aveugle, certains militants de ces petits partis me reprochaient de pas inviter leur tête de liste. À cela, j'ai envie de répondre, les gars, je suis une toute petite chaîne, allez faire chier Delphine Ernotte, la patronne de France Télé, allez demander des réponses à Rodolphe Belmer chez TF1, pourquoi les petits partis sont pas invités. Moi, je vous le dis en tout cas, je n'ai pas invité les 38 têtes de liste par contrainte et pas par choix. Et puis pour revenir sur les partis jugés comme extrêmes que j'ai invités, je ne veux pas que Jean-Luc Mélenchon aille simplement chez Dany Heraz, sur Baxit, chez Usul, sur Mediapart. Je ne veux pas que Emmanuel Macron aille simplement sur BFM, où il a quelques copains, sur le service public, où il nomme personnellement ou presque les dirigeants. Et je ne veux pas que Éric Zemmour, Marine Le Pen et leurs différents candidats aillent simplement sur Livre Noir, chez VA+, ou sur la chaîne de Georges, par exemple. Je pense que c'est important qu'il continue d'y avoir des youtubeurs d'actualité politique qui décident d'inviter tout le monde. On ne convainc personne en débattant avec son propre camp. Je regrette donc naturellement et très sincèrement que Jordan Bardella et le Rassemblement National n'aient pas accepté l'invitation. Et ça fait plusieurs semaines, voilà, donc je me permets de vous recontacter. Cette invitation pour mon format d'interview européenne, elle est partie fin janvier et on devait tout boucler la première semaine de mai. Et j'ai lu dans les commentaires il avait pas le temps. Si, clairement, il avait le temps. C'est un choix délibéré de ne pas être venu. Toutes les autres têtes de liste ont pris le temps. Pour le cas du RN, j'ai contacté directement le candidat, son attaché de presse. Pour toutes les têtes de liste, ça s'est fait en 2 semaines chrono. Et pour Jordan Bardella et le RN, c'est comme ça. Est-ce que j'ai le seum et est-ce que je n'inviterai plus le Rassemblement National parce qu'ils m'ont boudé cette fois-ci? Non, je continuerai d'inviter tous les partis politiques à partir du moment où ces derniers sont plébiscités par les Français. Parce que si la neutralité journalistique n'existe pas, on peut au moins souhaiter une information servicielle, accessible à tous. Tiens, et sur une note beaucoup plus personnelle, beaucoup de mes potes n'étaient pas d'accord avec mon choix d'inviter certains partis que eux jugent extrêmes. Bon voilà, moi j'ai dépouillé mon bureau de vote pour les européennes, j'habite dans le 11e, on a eu 8 voix pour Jordan Bardella. Sur 400, ça représente rien du tout. Mais encore une fois, j'habite dans le 11e arrondissement de Paris. J'habite à Boboland. Si l'élection avait lieu simplement dans ma circonscription, je pense que Raphaël Glucksmann serait une sorte d'énorme gourou. On va pas refaire la NUPES là. Je suis en tête à gauche, donc voilà les conditions. Je pourrais faire comme beaucoup de journalistes parisiens, dire tous les électeurs de Jordan Bardella, Marine Le Pen et Éric Zemmour sont des fachos. À titre perso, c'est un peu plus compliqué de faire ça. Une grande majorité de mes potes d'enfance et de ma famille votent pour les idées de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour. J'ai grandi avec eux, je les aime, et je peux vous dire que ce ne sont pas des fachos. Je suis né dans le nord de la France, j'ai grandi à Alenzo-Bourdin, Armentières, Beaucamp-Ligny pour ceux qui connaissent, et je crois profondément qu'il y a un vote de réaction, un sentiment de mépris de la classe médiatique et politique, une gauche aussi de plus en plus morale, et un sentiment profond de se sentir stigmatisé. Et de mon côté, je me bats pour qu'on ne sépare pas la France en deux. Je veux pouvoir être vu par toutes et tous, et c'est ce qui a guidé mes choix cette année, et c'est ce qui guidera aussi mes choix l'année prochaine. J'aimerais bien voir des trucs nouveaux sur ma chaîne. Putain, Gaspard refait des histoires de mecs. On parle du camarade Roubeneux Ipana. J'ai beaucoup aimé pouvoir découvrir votre âme. Je suis lassé des mêmes épisodes en boucle. Avec ta voix, tu devrais faire du podcast pour... Chère Anne, cher Ecolobrain et cher Randy. Comme l'an passé, je vous fais un petit point sur ce qui va arriver sur la chaîne l'année prochaine. Bon, déjà, en termes de programme, je suis hyper content. Il va y avoir encore des histoires, des enquêtes et des questions d'actu. Ce triptyque-là va structurer la chaîne l'année prochaine. Les histoires, ça marche toujours autant. J'essaye d'ouvrir un peu. J'aimerais faire plus de meufs aussi. Et je pense que c'est important parce que ça sert ce besoin de rôle modèle. Il y aura à peu près une histoire par mois. Et les histoires vont s'alterner avec une question d'actu. Ça, c'est le petit nouveau, le nouveau format, mais qui marche super bien. Il y a eu TikTok, il y a eu Poutine, il y a eu Trump. Je prends une grande question d'actualité que vous me posez en général sur les réseaux. Je la prends et on plonge ensemble dans une analyse qui dure 20-25 minutes. Voilà, donc une histoire en général d'un nom qu'on voit dans la presse qui fait référence à notre actualité ou à la politique et une question d'actu à laquelle on répond. Ça, on va dire, c'est le programme standard que vous allez avoir. Vous allez avoir 2 vidéos par mois de ces deux-là. Et puis, il y a le grand format, les enquêtes. Cette année, il y a eu Chlordécone, il y a eu Deepfakes, il y a eu quelque part aussi un peu la Nouvelle-Calédonie. J'étais parti en Ukraine aussi l'année dernière. Et moi, c'est
Ces grandes enquêtes, je les adore, c'est mes formats préférés, mais ça me coûte une thune à produire, c'est indécent. En fait, il y a tellement de montage, tellement d'intervenants, on se fout aussi une forme de pression pour que techniquement ce soit joli. Il y a souvent un sponsor dessus, mais le coût que ça représente n'est jamais absorbé par le sponsor, jamais. Mathématiquement, financièrement, les enquêtes me font perdre de l'argent. Donc en ce moment, avec mon équipe, on essaye de les vendre à des diffuseurs. Le but, ce serait d'avoir une diffusion en télé, par exemple, et qu'une semaine après, ce soit dispo gratos sur YouTube. C'est ce que fait Seb avec ses docs, c'est ce que fait Hugo avec ses interviews face cachée. Et là où je trouve ça très bien, c'est qu'à la fin, pour l'audience, c'est $1, et ça permet de rentrer dans une logique, si ce n'est profitable, au moins rentable. Donc si vous travaillez pour une chaîne de télé ou pour un diffuseur, mon adresse mail s'affiche juste ici, n'hésitez pas à me contacter. Voilà donc pour le programme sur YouTube, il y aura à minima une vidéo toutes les 2 semaines. Normalement, il n'y aura pas en France de grands rendez-vous électoraux. Ceci dit, en ce moment, on est un peu sûr de rien. C'est un tel chaos politique dans ce pays que bon, on verra bien. Honnêtement, je me suis un peu niqué la santé cette saison et j'ai l'appétit pour faire plus, mais je vais déjà m'arrêter à ça. J'ai envie de garder un rythme de travail sain, serein, humain pour mon équipe, mes proches et moi, parce que quand vous avez un rythme de travail de merde, même si c'est pas votre choix, vous finissez par l'imposer aux autres. Puis au-delà de ça, je revendique aussi le fait de faire du slow journalism et pas de la hard news. Un journalisme lent, littéralement, qui prend son temps, où on analyse à froid, ce qui est l'inverse même de réagir à chaud. Je vois bien la tendance aux chaînes d'information continue, à la hard news. Je vois la réaction, par exemple, sur ma maman qui est branchée à CNews 8 heures par jour. Il y a toujours une dernière actu. Un pneu qui a brûlé, un accident, un crime atroce sur un gamin à qui on va coller un prénom. C'est une sorte de surenchère émotionnelle et réactionnaire. Il n'y a pas d'analyse, c'est du react. Quand on cherche l'image choc, quand on cherche la chose la plus sensationnaliste à mettre à l'écran, quand on met le projecteur sur des micro-événements, dans la globalité d'un sujet mais qui apparaît alors comme essentiel pour le spectateur, c'est une forme de désinformation. Voilà, donc je fais du slow et je fais pas du hard. La deuxième raison à la question de pourquoi on sort pas plus de vidéos, c'est que moi-même je suis aussi hyper exigeant sur la qualité des contenus qu'on sort. J'espère que ça se voit, mais on essaye toujours de se faire chier sur un détail de son, de cartes, d'ambiance, de direction artistique. Puis simplement, le troisième et dernier aspect, ce sont les moyens financiers. On est éligible à aucune aide publique, si ce n'est le CNC, et c'est pas faute d'avoir tenté. Pour vous donner une ordre d'idée, sur toute la saison, ma chaîne YouTube a permis de générer entre 275 et 300 000 euros. Et au total, toutes vidéos confondues sur la saison, ça a coûté à peu près 260 000 euros. Ça couvre les salaires, le matos, la location d'espace et tout ça. Et pour faire entrer des sous, il y a 2 moyens. D'abord, il y a le AdSense, toutes les pubs automatiques que vous voyez quand vous déclenchez une vidéo sur YouTube. Sur cette saison, ça représente 50 000 euros pour ma chaîne. Puis la seconde partie, qui est la partie en vérité la plus importante, c'est de travailler avec des marques. C'est pour ça que vous me voyez souvent en début de vidéo dire « Cette vidéo existe grâce au soutien de… » Parce que c'est littéralement le cas. La plupart des autres médias, ils font soit de la pub, soit de l'abonnement, soit de l'actionnariat privé. Donc ils sont financés par des milliardaires. Je sais que certains font un peu l'amalgame à certains moments, et c'est normal parce que j'en parle assez peu. Mais moi j'ai 2 boîtes. J'ai une boîte qui s'appelle Enfant Terrible, que je possède à 100%, qui est 100% indépendante, qui est ma société de production qui permet de créer ces vidéos sur cette chaîne. Et puis j'ai Intello, où l'actionnariat est un peu différent, une agence où il y a notamment en actionnaire Xavier Niel. Donc voilà, le business model est un peu compliqué à comprendre, mais on est tout juste à l'équilibre. Et j'espère que je choque pas comme ça en parlant d'argent. Je pense que c'est important aussi de comprendre comment les médias ou les créateurs que vous regardez se financent, notamment pour que vous compreniez vraiment l'importance des partenariats publicitaires. Je sais pas pour les autres, mais personnellement, dans mon cas, je le fais pas pour acheter une bagnole ou un appart. Et ça peut sembler paradoxal, mais je vais vous dire pourquoi. Je ne veux pas non plus recevoir de l'argent de mon audience. Mediapart le dit bien, seuls nos abonnés peuvent nous acheter. Mais moi, j'ai pas envie que vous deveniez mes clients ou mes actionnaires. Je l'ai vu d'ailleurs chez certains streamers d'actu politique qui sont aujourd'hui complètement dépendants. Ce sont les marionnettes de leur audience, où la frange la plus radicale, en général aussi la plus politisée, finance le créateur et derrière pose des conditions ou une forme d'exigence. Et je vous aime beaucoup, mais personnellement, si j'ai choisi cette voie, c'est pour la liberté éditoriale que ça me donne. Je ne veux pas devenir le pantin d'une frange plus radicale de mon audience. Si cet espace commentaire devient un service après-vente à base de « Sérieux, j'ai payé pour ça, je me désabonne ou j'arrêterai de donner », j'aurais raté mon pari. Mais donc, il n'y a rien de nouveau? Eh ben si. À la rentrée, je lance enfin un podcast 100% audio qui va s'appeler Aux Dernières Nouvelles, ADN. Ce podcast, c'est un peu l'héritier de Absurde et Acerbe pour les peut-être 5000 auditeurs qui traînent par là. C'est un podcast de commentaires d'actualité que je faisais quand j'étais étudiant. Et c'est exactement ce que sera ADN, une sorte de floodcast de l'actu. J'avais envie aussi d'avoir un espace pour avoir une parole plus libre, moins scriptée, moins lisse que je peux avoir sur les vidéos. Ce sera un peu ma récré avec mes invités. De toute façon, je ne manquerai pas de vous dire quand les premiers épisodes seront sortis. Et
ça, je le fais sur mon compte Instagram, Gaspard G. Si vous ne me suivez pas encore, c'est un feed complètement perso, mais il m'arrive de mettre une story ou deux de commentaires d'actualité ou d'une élection, etc. Et un gros truc qui va me prendre du temps aussi la saison prochaine, c'est que j'ai signé ma première BD chez Robert Laffont. C'est un rêve de gamin, je suis trop content. J'aurai le temps de vous en reparler parce que c'est pas pour tout de suite. Mais voilà, les choses avancent. Merci à toute l'équipe qui a travaillé cette année sur la chaîne. Leur prénom s'affiche ici. Et puis un merci particulier aux 3 personnes qui m'ont accompagné quotidiennement pour cette saison. Clémence, Paul et Clara. Et je salue du coup toute l'équipe élargie qui a travaillé autour des vidéos de la chaîne. De mon côté, c'était mon dernier tournage avant l'été. Ça me fait plaisir. Je vous donne rendez-vous à la rentrée. Je suis pas très carte postale, mais j'ai ce compte Instagram qui me permet quand même de maintenir un lien avec mes abonnés. Je vous souhaite très sincèrement de passer de bonnes vacances. Profitez-en pour vous reposer, lire un bouquin, déconnecter. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Qui sait, vous serez peut-être le 1 000e abonné à cette chaîne.